Passion MLB, le podcast, épisode numéro 21. Charles-Alexis Brisebois à l'animation avec le collègue Sébastien Berroir qui est avec moi à toutes les semaines. Mon cher Sébastien, comment ça va? Ça va très bien, mais je sais pas pour toi, mais 4 jours sans vrai baseball, c'est long, hein? Ah, c'est épouvantable. Là, ce soir, il me semble que j'en prendrais là, Ah, une petite game dans l'Ouest là, avant d'aller se coucher ou quelque chose comme ça. Là. oui, oui, Tu sais, un j'aurais bon. pris non, Vas-y. vas-y. Moi, je dirais un bon Angels Rockies, là, tu sais, juste pour bien s'endormir. Non, tu Ah, sais, un mais bon. mais au aujourd'hui, je l'aurais pris l'Angels Rockies, là. Ah, complètement. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière journée sans match avant la fin de la saison régulière. J'allais dire avant le début des séries, mais c'est pas vrai parce qu'il y a toujours une espèce de tampon d'une journée où est-ce qu'il y a des chances de pas avoir de match. Mais c'est la dernière fois qu'on a à vivre un tel calvaire. Après ça, on va revenir aux bonnes habitudes de hey, si c'est pas une journée de 15 matchs ou même 16 parce qu'il y a un programme double d'une certaine façon, ben c'est pas une bonne journée de baseball. Fait que on est chanceux pour ça. Tu regardes ça, là, mettons au hockey, là. Ils ont fait un gros événement de Hey, ce soir, c'était une game au mois d'octobre l'année passée. Ce soir, les 32 équipes sont en action. Puis au baseball, c'est comme moi, ça arrive comme 4 fois par semaine. Oui, c'est ça, c'est tout le temps ça, là. C'est ça. Fait qu'on est gâtés, puis on en profite. On s'en rend compte quand on nous l'enlève comme ça. Mais ça nous fait un moment pour revenir un peu là, sur la mi-saison ou revenir sur d'autres sujets en tant que tels. Par exemple, ça nous permet de parler un petit peu plus de Ligue frontière parce que la Ligue frontière fait jaser en ce moment là, depuis quelques jours. La Ligue frontière qui veut s'établir à Montréal. On avait entendu des balbutiements par rapport à ça. Dans les dernières semaines, les derniers mois, il y avait comme des bruits de coulisses qui circulaient. Ceci étant dit, là, c'est de plus en plus clair. C'est le club qui veut, c'est la Ligue qui veut, excuse-moi, ramener du baseball professionnel du côté de Montréal. Oui, puis c'est pas seulement que la Ligue veut, c'est sa priorité. Donc, vraiment, là, on veut ramener ou amener un club de la Ligue frontière à Montréal. C'est une excellente nouvelle. Tu sais, la ville de Montréal mérite d'avoir du baseball, même si Ouais. c'est pas du baseball de la MLB. Le baseball de la Ligue frontière, c'est de l'excellent calibre. On peut le voir ici, ben, pour moi, ici à Québec, à Trois-Rivières, dans des beaux petits stades où on peut passer une très belle soirée à regarder de la belle balle. Donc, vraiment, Montréal mérite d'avoir un club de cette ligue-là. Là, restera à voir c'est quand que ça va arriver. Est-ce qu'on va construire un nouveau stade? Ça doit passer par ce nouveau stade-là. Donc, où on va le placer, dans quelles circonstances, ça, c'est encore des choses à régler. Mais au moins, on s'en va dans la bonne direction, puis on sent vraiment l'intention de la Ligue d'être sérieux à ce niveau-là. On a parlé de Montréal au niveau de la Ligue frontière. Montréal fait parler aussi, non pas en raison du baseball professionnel. Tu sais, on a vu que les Rays ont finalement eu l'approbation du conseil de ville d'avoir un nouveau stade. Ça nous permet forcément de repenser à cette idée de garde partagée qui est morte là, il y a 2 ans et demi déjà. C'est pas exactement le même stade là, qui était au menu à ce niveau-là il y a 2 ans et demi. C'est un stade beaucoup plus gros. Donc, on parle pas d'un stade de ce genre-là, on parle d'un stade un peu plus petit. Mais on peut quand même parler d'un grand joueur de baseball qui va être à Montréal cette semaine, Éric Gagné, qui revient lancer du côté de Montréal le temps d'une journée. Quand même intéressant de voir un lanceur de ce calibre-là qui est rendu, tu sais, ça fait déjà une quinzaine d'années là, qu'il lance plus dans le baseball majeur, puis malgré tout, il y a encore cette passion-là du baseball qui brille en lui. Décide de revenir lancer un petit vendredi soir comme ça, venir lancer quelques manches là, du côté de Montréal. Quand même assez intéressant, ça aussi, pour les fans de balle. Certainement. Puis non seulement il a encore la passion, mais il est encore en forme, encore une excellente balle rapide qui va fumer. Pas comme dans le temps avec les Dodgers, mais quand même, ça risque d'être très spectaculaire encore une fois. On l'a vécu, je reviens à ça, mais on l'a vécu à Québec quand il a lancé avec les Capitales. C'est un événement de voir un lanceur de cette trempe-là qui continue à monter sur la butte. Puis, c'est un très bel événement. On l'a vu à Repentigny aujourd'hui, au moment où on enregistre. Il a reçu un hommage pour son temps avec le Royal. Donc, c'est une belle fin de semaine pour Éric Gagné et aussi pour les partisans, les spectateurs qui vont pouvoir assister à ces deux événements-là. Exact. Ben, ça prend quelque chose à célébrer quand même là, pour les amateurs de balles du coin. Donc, tant mieux si ça peut passer par Éric Gagné qui aura. Tu sais, ça arrive pas souvent, là, des Québécois qui gagnent un Cy Young là, dans le baseball majeur. Là, on dirait qu'à chaque année, tu sais, cette année, il n'y en aura pas. C'est juste pour qu'on le Non, sache, qu'on exact. mette les points sur les i. Fait que, non, ça fait du bien de célébrer ces nouvelles-là.
Sébastien, c'est pas parce qu'il n'y a pas de baseball depuis quelques jours qu'il n'y a rien à dire sur les Blue Jays de Toronto. Donc allons-y avec cette semaine chez les Blue Jays. Okay, Blue Jays, let's play ball. Sébastien, là, il faut qu'on se le dise, on a des auditeurs qui sont en forme ce soir. Parce que durant notre intro, j'ai vu 2 commentaires rentrer, puis je me suis dit, c'est une parfaite introduction pour le blog sur les Blue Jays de Toronto. Matt qui nous dit la seule équipe qui ne veut pas jouer présentement, c'est les Blue Jays parce qu'ils ne peuvent pas perdre de partie. Et on a Denis qui a renchéri en disant bonne nouvelle, les Jays n'ont pas perdu cette semaine. Ça part Je pense que très bien. nos auditeurs savent de quoi ils parlent, Sébastien. Wow, oui, ils ont entièrement raison. Je ne sais pas à quel point John Schneider, ça y tente de recommencer demain, vendredi, puis de continuer à subir le même genre de défaite que les Jays ont subi tout au long de la saison. Tu sais, quand ça va pas bien, ben là, tu es comme dans un cycle. Quoique, est-ce que la pause du match des étoiles va renverser la vapeur pour les Jays? On peut le prendre de cette façon-là aussi. On n'a pas de signe qui pointe dans cette direction-là, mais sait-on jamais. Mais c'est une bonne question parce que non. Mais écoute, tu sais, faire sa part, peut-être que ça va avoir fait du bien, peut-être pas au niveau de se mettre à gagner des matchs comme on le prévoyait en début de saison 2024, mais des fois de recharger les batteries puis de se sortir de ce marasme-là, de toujours être dans la défaite jour après jour, d'être sous les attentes. Peut-être que ça va faire un peu de bien quand même parce que, à part Vladimir Guerrero Jr., il n'y avait pas beaucoup de signes de Toronto du côté du match des étoiles à Arlington, là. Non, c'était très tranquille, puis c'est compréhensible. Les Jays qui n'ont pas une bonne saison, donc on ne peut pas aller placer des joueurs dans cet événement-là où on récompense les meilleurs joueurs de la saison. Le seul qui le méritait, c'était Vladimir. C'était pleinement mérité. Ouais. C'était mérité Oh, qu'il oui. soit partant également, mais c'était le seul et de loin qui pouvait avoir une place au match des étoiles. Donc, on n'a pas entendu beaucoup parler des Blue Jays durant cette fin de semaine-là parce que Vladimir était le seul représentant. On a quelques commentaires qui rentrent là, sur les Blue Jays ici. Classique, Sébastien, il faut parler de John Schneider à quelque part durant le podcast. Voilà qui est fait via le commentaire de Jean-Michel. La question, vu la saison, qu'est-ce que John Schneider fait encore là? Et Matt qui nous rappelle que c'est probablement la seule semaine où John Schneider ne peut pas enlever son lanceur partant quand il est hot. Très bon commentaire, Matt, parce que c'est vrai. Mais la question est intéressante quand même, qu'est-ce que John Schneider fait encore là? Moi, je pense qu'à ce point-ci, ils se disent que ça change pas grand-chose. Moi, j'ai l'impression qu'ils vivaient sur du temps emprunté, mais s'il reste aussi longtemps, j'ai quasiment l'impression qu'il va finir la saison rendu là. Ça se peut. Pour répondre à la question, je ne sais pas ce qu'il fait encore là parce qu'au début de la Ah, moi non plus. campagne, j'étais sûr qu'il ne se rendait pas à la pause du match des étoiles. Et pourtant, avec une très mauvaise saison, il est encore là. Donc, comme tu l'as mentionné, est-ce qu'on va vouloir fermer les livres avec lui? On va oublier cette saison-là, on va passer à autre chose, mais après la saison, peut-être. Est-ce qu'on va lui demander de terminer le carnage, si on peut dire, puis après ça, passer à peut-être durant la saison morte, à tête reposée, essayer de trouver la solution pour cette formation-là, autant au niveau du gérant, mais également au deuxième étage et sur le terrain. Est-ce qu'on va tout faire ça en même temps? Puis on va se dire que ce ne sera pas en cours de saison qu'on va vouloir tout chambouler, surtout qu'il risque d'avoir des changements sur le terrain d'ici la date limite des transactions. Peut-être qu'on va vouloir avoir une certaine stabilité, mais je ne sais pas pourquoi il est encore là si ce n'est pas ça. Moi, j'ai l'impression que le ménage va se faire autant DG que gérant. Je ne sais pas si on va changer de président, mais DG, gérant, j'ai l'impression que ça va se faire là, durant la saison morte à ce point-ci. Ce serait spécial de congédier le DG une semaine et demie avant la date limite, même Ouais. si peut-être que ce serait la chose à faire, mais en tout cas. Ça ne laissera pas beaucoup de Comment- temps à son remplaçant. Là. Non, c'est ça. Faudrait que ce soit quelqu'un à l'interne, genre un James Click ou quelque chose comme ça. Petit commentaire pour nous lancer des fleurs, Sébastien. Nick, qui espère tellement que notre podcast va durer longtemps. Merci, Nick. Puis oui, on n'a pas l'intention d'arrêter, donc on devrait être là pour rester. On a du fun à jaser ça, là, les Oui. jeudis soirs comme ça. Si on revient aux Blue Jays en tant que tel, Sébastien, on parlait de Vladimir Guerrero Jr. Au match des étoiles. Et ce qu'on remarque là, avec le concours de coup de circuit, c'est que c'est la deuxième année de suite où il y a un membre des Blue Jays. Non, excuse-moi. Mais non, Oscar n'est plus là.
Théo est plus là. C'est parti. On l'a échangé contre un releveur du 3. Incroyable. On dirait que tout nous ramène à ça. Hein? On essaie de Oui. l'oublier du côté des Jays, mais tout nous ramène à ça. On tourne le fer dans la plaie. C'est ça, ça nous rappelle qu'on s'est tellement trompé de l'avoir laissé partir. Euh, Si les Blue Jays avaient de l'attaque et qu'on voulait améliorer la défensive, ce serait une chose. Mais là, on échange un excellent bâton, le bâton de Teoscar, qui on n'a jamais douté de son bâton si c'était sa défensive et peut-être son attitude sur le banc, mais Ouais. c'était pas ça la principale chose. C'est surtout sa défensive. Et là, on l'échange pour aller chercher un releveur, comme tu l'as mentionné, qui est dans le 3A. Donc, ça fait mal. Et c'est cette transaction-là, c'est l'autre transaction qui a amené Dalton Varsho à Toronto. C'est l'accumulation qui fait que les Blue Jays en sont au point où ils sont présentement. On a peut-être misé sur le mauvais cheval à ce niveau-là. En parlant de miser sur le mauvais cheval, Nick, qui est triste d'avoir acheté une chemise de Beau Bichette. C'était pas exactement un candidat pour le match des étoiles cette année. Et lui, il a l'air d'un gars qui, s'il est échangé d'ici le 30 juillet, je pense qu'il va rester. Mais si jamais il est échangé d'ici le 30 juillet, j'ai l'impression qu'il pleurera pas sur son sort nécessairement, puis qu'il accueillerait un retour là, euh, dans un autre marché du baseball majeur, tout simplement parce que je pense qu'il a fait le tour avec Toronto. Oui, non seulement il ne pleurera pas, mais je suis convaincu qu'il exploserait avec sa nouvelle formation. Dans un Ouais. contexte où ça va être une équipe qui va aspirer aux grands honneurs ou à tout le moins se rendre dans séries éliminatoires. Donc, on va être dans un contexte où on veut gagner, va avoir moins de pression, va sûrement être mieux entouré. Je suis convaincu que s'il quitte Toronto, on va retrouver le beau Bichette des belles années où il Ouais. frappait pour au-dessus de 300, se rendait sur les sentiers, frappait au champ posé, avait du plaisir. Présentement, il n'y a rien de ça qui se passe pour Beau Bichette. Il doit-tu espérer que les Dodgers aillent le chercher? Oui, certainement, certainement. Peut-être même qu'il les a appelés. Non, Oui. j'exagère, là, mais Moi, je pense qu'il a appelé Moi, je pense qu'il a appelé Théoscar puis il a dit mettons là, que tu irais parler de moi, ton GM, là, c'est quelque chose qui se fait ça. ah, c'est sûr et Il cherche certain. un arrêt. Parce que c'est ça le marché aussi, c'est que tu sais, oui, sa défensive peut-être pourrait freiner certaines équipes, mais il n'y a pas tant de clubs qui cherchent un joueur d'arrêt-court en tant que tel. Puis tu peux même pas dire, mettons, ah ben les Mariners ont juste besoin d'un bâton tout court, on va aller le chercher puis on va le mettre DH parce qu'il y a une autre année de contrôle après. Tu sais, si tu un joueur de location, je te dirais, au pire, tu sais, tu peux le mettre comme frappeur de choix pour finir l'année, puis tu vas le chercher pour son bâton, puis tu as de la profondeur à l'arrêt-court, that's it. Mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner avec un an et demi de contrôle. Puis de toute façon, on s'entend que le club a vraiment l'air de vouloir juste échanger ses joueurs de location là, pour aller chercher des joueurs très, très, très moyens puis juste s'affaiblir un peu à court terme sans plus. Là. Je pense pas qu'on est prêt à faire un grand ménage parce que ce serait un désaveu à son propre travail de dire ben, j'ai pas réussi, fait que on met la maison à terre puis on recommence complètement. C'est pas ça qui va arriver. Non, je pense pas. Mais si jamais ça devait arriver, comme tu l'as dit, Los Angeles est le fit parfait. Tu déplaces Mookie Betts, qui n'est pas un joueur d'arrêt-court à la base, Mm-hmm. Ouais. pour placer Beau Bichette, qui, oui, a des carences en défensive. Mais imaginez un Beau Bichette à l'arrêt-court, un Mookie Betts au deuxième coussin. Je pense Mm-hmm. qu'on est quand même s'il y a des carences en défensive, on est quand même solide à l'avant-champ chez les Dodgers avec un Freddie Freeman. Donc, ça serait un fit parfait. Puis si les Dodgers sont désespérés, puis qui poussent le bouchon jusqu'à offrir quelque chose de mirobolant, bien, les Jays devront y penser. Je sais que ça va prendre une offre exceptionnelle pour que les Jays l'échangent, mais si on en est là, on doit faire le mouvement. On n'a pas le choix rendu là parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'entre Guerrero Junior et Bichette, je pense que le club veut plus garder Guerrero et je pense que Guerrero veut plus rester. Je suis pas en train de dire Oui. que ça va arriver, là, mais si j'avais à mettre un vieux 2 $ rouillé, je le mettrais quand même sur le scénario où il devient agent libre, puis après, ben, il peut aller où est-ce qu'il veut. Mais je pense qu'il y a peut-être un peu plus de chances que Bichette de rester quand même. Oui, mais la chose qu'il faut réfléchir aussi, c'est que Bichette, il n'a pas de plaisir. Ça n'a pas l'air d'être tenté de rester à Toronto. Donc, Non, dans ton scénario, tu le perds pour absolument rien au terme de la prochaine saison, alors que tu n'auras pas plus gagné la saison prochaine. Donc, pourquoi ne pas profiter justement? Et s'il reste un an et demi de contrat, l'équipe qui va vouloir aller chercher va payer. Ça va être payant. Tu vas pouvoir exact. reconstruire sur ces bases-là, tout en gardant Vladimir si tu le signes à long terme. Tandis que Bichette, il a
pour moi, il y a 95% des chances qu'ils ne reviennent pas à Toronto dans un an et demi. Donc, pourquoi le perdre pour rien? C'est ça qu'il faut réfléchir à Toronto, mais on dirait que ce n'est pas cette avenue-là qu'on semble emprunter chez les Jays. Richard est un peu dans cet esprit-là avec son commentaire. Il pense que tous les joueurs des Jays veulent partir de Toronto. Ce club-là va à la dérive. Tu sais, déjà que de convaincre des joueurs américains de venir jouer au Canada, c'est pas facile. Quand le club roule pas comme ça, c'est encore plus difficile. Donc, j'ai de la misère à voir comment on va renflouer les coffres là, du côté des Blue Jays pour essayer de gagner en 2025. Euh, Matt qui nous pose la question qui tue. Quel gérant est le pire entre John Schneider et Charlie Montoyo? Il n'y a Ben, pas de bonne réponse à ça. non, je pense pas. Si le choix avait été entre John Schneider et John Gibbons, je pense que la réponse aurait peut-être été plus évidente. Charlie, mais je suis un des rares à ne pas l'avoir détesté vraiment, Charlie Il était Montoyo. correct. Oui, c'est ça. C'est pas le pire. Fait que je pense que le pire entre les deux, ce serait Schneider. C'était un, c'était un gérant de reconstruction, Charlie Montoyo. Oui, oui. C'est là, il est avec les White Sox. On s'entend qu'on est un petit peu dans le même processus, là. Il a été longtemps avec les Rays, puis quand ils sont devenus bons, il est allé gérant des Blue Jays. Ouais. Euh, il y a 6 agents libres qui ont des chances d'être échangés chez les Blue Jays. Le but sera de les échanger le plus possible pour libérer de la place sous la masse salariale, notamment, pour pas payer la taxe de luxe. Sur le monticule, Yusei Kikuchi, qui est probablement le gars qui a le plus de valeur. Gimme Garcia, Trevor Richards en relève. Il y a Kevin Kiermaier et Justin Turner qui gagnent cher et qui n'ont pas une bonne saison. Fait que ça ne doit pas être les gars qui ont le plus de valeur. Pour moi, ces 5 gars-là, tu peux les échanger. Il y a un 6e joueur, c'est Danny Jensen. Et Nick nous rappelle qu'il faut maintenant travailler sur le dossier de Danny de Tiger Jensen. Surnom que j'avais jamais entendu pour Danny Jensen, mais je l'adopte. Fait que moi, je l'appelle le Oh tigre. oui. Fait que le tigre derrière le marbre, tu peux pas perdre ce gars-là. Tu peux pas perdre Gabriel Moreno et Danny Jensen en 2 ans quand Alejandro Kirk est devenu ce qu'il est devenu. C'est impossible que tu perdes. Faut que, je sais que le temps roule, là, on est le 18 juillet, la date limite est dans une semaine et demie. Faut que tu t'arranges pour que ce gars-là, tu lui mets un moton sur la table, tu le surpayeras, Danny Jensen. C'est pas grave parce qu'il rend tous tes lanceurs meilleurs. Tu peux pas échapper Danny Jensen, surtout, Sébastien, surtout si tu veux être bon en 2025. Ça te prend Danny, là. Ça te prend le tigre. C'est sûr et certain. Si, par contre, dans une semaine, il n'est pas sous contrat à long terme, dans cette optique-là, je ne crois pas de le garder Non, dans une optique de défaite jusqu'à la fin de la saison, tandis qu'il pourrait aller exactement. gagner ailleurs, va faire une différence quant à son prochain contrat. Donc, si tu ne l'as pas signé d'ici peut-être le 25 juillet, on a la date limite des transactions est le 30, ça te laisse 5 jours pour pouvoir l'échanger. Tu dois l'échanger pour Ouais. ne pas le perdre pour rien, lui aussi, comme Bobichette l'an prochain et plusieurs autres. Tu ne peux pas te permettre de perdre Danny Jensen pour rien, comme tu ne peux pas te permettre de le perdre tout court pour les prochaines saisons. Donc, il va y avoir une décision à prendre, mais cette décision-là devra se prendre dans les prochains jours. Mais à long terme, comme tu l'as dit, on ne peut pas se permettre de perdre les services de Danny Jensen parce que Alejandro Kirk, ce n'est pas un receveur d'avenir. Ça doit être un backup. Puis il ne pourra pas prendre la pôle et on n'a personne qui pousse dans les rangs mineurs. Donc, vraiment, d'aller trouver un receveur de cette trempe-là ailleurs, ça ne se fera pas non plus. Non, des Gabriel Moreno, c'est pas échangé à toutes les années. Non, non, déjà qu'on en a on, va, échangé un, on ne on va va pas le se dire comme tromper ça. 2 fois. Là. Ceci dit, Jean-Michel qui apporte une nuance intéressante. Si tu voulais garder Jensen, tu l'aurais déjà signé en début de saison et c'est exactement ce que je reproche aux Blue Jays. Pourquoi tu l'as pas déjà signé? Ben, la nuance, c'est peut-être est-ce que Danny Jensen veut rester aussi. Exactement. C'est ce que je pense. C'est, on peut mettre le blâme sur les Jays, mais peut-être que les Jays ont tout tenté. Tu parlais de surpayer, tu peux surpayer à un certain niveau, mais tu ne peux pas lui donner 40 millions par année non plus. Donc, peut-être que Jensen il a simplement dit, vous savez, je vais tester le marché des joueurs autonomes, puis on verra qu'est-ce qui arrive à partir de ce moment-là aussi. Là.
Probablement. Mais c'est pour ça que j'essaierai quand même un Hail Mary d'y Oui. déposer. Je te le dis, c'est pas grave si tu surpayes Danny Jensen. Ben, c'est pas grave, je veux dire, c'est facile à dire, c'est pas mon argent, là. Mais c'est le genre de joueur que tu peux te permettre de surpayer quand même ou de donner un peu trop d'années. Puis tu sais, au baseball, c'est facile, là. Si ça fonctionne plus à un moment donné, ben tu le désignes pour assignation, puis ça finit là. Je sais que c'est des solutions faciles, dit de même là, dans le Mhm. salon, mais c'est quand même ça la réalité. C'est le genre de gars que tu peux pas perdre, puis visiblement, je pense qu'on est en train de l'échapper. Quand tu parles de Euh, surpayer, tu l'as dit, je pense que la solution idéale serait d'y donner 2 ans de trop. Tu sais, je pense à DJ LeMahieu avec les Yankees. Son ouais. contrat est beaucoup trop long, mais il voulait le garder quand il était dans son prime. Malheureusement, il a été blessé, mais ça pourrait être le même genre de scénario avec Jensen. Richard qui pense ici que Jensen, ils vont le perdre comme ils ont perdu Matt Chapman après la saison dernière. Euh, Nick, et qui nous mentionne ici Kevin Gossman qui a perdu du rythme comparé à l'année dernière. Moi, j'ai l'impression, Sébastien, que son début de saison, il était blessé, puis on l'a amené quand même parce qu'on n'avait pas de profondeur dans la rotation, puis on fait. Alec Manoa était blessé, puis Ariel Rodriguez était blessé, puis j'ai l'impression que ça a fait plus mal qu'on pense parce qu'il a dit qu'il aurait dû commencer la saison sur la liste des blessés, Kevin Gossman. Ça y aurait fait du bien, là, probablement, d'avoir un petit peu plus de repos au lieu de se forcer à essayer de sauver un club dès le match numéro 3. Oui, certainement. Ça a parti tout croche, puis on dirait qu'on n'a jamais été capable de ramener ça sur le droit chemin. Puis c'est pas facile. On regarde Garrett Cole qui n'a pas eu de camp d'entraînement, qui a été blessé, qui est arrivé en plein milieu de la saison. Ça lui a pris plusieurs départs avant de retrouver un petit peu ses repères. Puis c'est Garrett Cole qui a remporté le trophée Cy Young l'an dernier dans la Ligue américaine. Donc, Gossman est un excellent lanceur, mais il n'est pas au niveau d'un Cole. Et c'est difficile. Il n'a jamais pris son rythme. Puis là, tu es dans une situation où tu ne peux pas donner de points parce que ton attaque ne fonctionne pas. Tu dois gagner des matchs, mais toute la pression est sur toi. Donc, c'est vraiment pas des circonstances idéales pour qu'un lanceur puisse prendre son rythme et se sortir un petit peu de ce mauvais début de saison. Question intéressante ici que Matt nous soumet. Est-ce que c'est possible une transaction Burials pour Jackson Holiday des Orioles? Moi, j'ai l'impression, Matt, que si jamais on décide d'échanger Jackson Holiday, je pense que c'est improbable, mais pas impossible, compte tenu du fait qu'on l'a proposé quand même pour un Jared Jones à Pittsburgh quelque part en 2024. Mais si on l'échange, ce ne sera pas pour un gars qui est plus âgé comme Berrios. Ceci dit, je comprends ton point parce que Berrios est un bon lanceur. Berrios est un excellent lanceur. Berrios est un lanceur avec encore plusieurs années de contrôle, mais on veut un gars plus jeune qui coûte peut-être un petit peu moins cher. Tu sais, si par exemple, on s'était parlé il y a 2 ans, je t'aurais dit, ben, contre un Alec Manoa, tu sais, à l'époque où il y avait sa grosse saison, il commençait dans le baseball majeur, ça aurait été bien. Si tu m'avais dit un gars comme Ricky Tiedemann, si jamais il n'était pas blessé à chaque demi-heure, évidemment, là, mais un potentiel comme ça, un jeune comme ça, c'est le genre de gars que les Orioles devraient aller chercher si on échange un Jackson Holiday. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien, parce que moi, je ne vois pas échanger un jeune prodige comme ça contre un gars plus vieux. Si on l'échange, c'est contre un jeune qui va se mouler avec ce groupe-là présentement qui est à Baltimore pour être comme la série sur le Sunday de dire ah, OK, on a enfin notre jeune lanceur qui va grandir avec l'organisation. Peut-être un genre de Tarek Skubal qui n'est pas Ouais. nécessairement un très, très jeune, mais qui, là, a pris son air d'aller. Puis on dirait qu'il est vraiment, il est arrivé dans les majeurs. Mm-hmm. Puis j'ai pas l'impression non plus qu'on échangerait un Jackson Holiday dans la même division. C'est Aussi. quand on a fait la proposition aux Pirates, ben, on savait qu'il s'en allait de l'autre côté, s'en allait dans la Ligue Ouais. nationale. On ne le verrait pas. On va le voir 3 matchs dans l'année et ne nous nuira pas. Mais là, de l'échanger à Toronto, où on va l'affronter plusieurs fois, où il pourrait nous faire mal, je ne pense pas que les Orioles vont y aller de ce côté-là non plus. Puis tu sais, même Tarek Skubal, tu as raison. Ceci étant dit, il reste 2 ans et demi de contrôle seulement. Je pense que si on l'échange, c'est contre un gars qui a au moins 5, si c'est pas 6, 7 années de contrôle. Mhm. Tu veux pas. Tu sais, Jared Jones, quand cette transaction-là a eu lieu, si ça a eu lieu au camp d'entraînement, il n'avait pas encore lancé dans les majeurs. Puis si ça a eu lieu en cours de saison, ben, il en était à ses premiers pas. Fait il va être agent libre quoi, dans 6 ans et demi, là, théoriquement, Jared Jones. Fait moi, j'ai l'impression que c'est le genre de truc qui pourrait arriver, mais j'exclus pas que ça arrive parce que les Orioles et les Dodgers, ils vont avoir faim d'aller chercher des lanceurs. Ils ont de l'argent, ils ont des espoirs, ils ont des attentes très élevées. Donc, je pense que Jackson Holiday va être nerveux là, pour la prochaine semaine et demie. Je pense pas qu'il va finir par partir, mais ça va quand même être un gars qu'on va devoir surveiller.
Ouais, exact. Euh, S'il ne part pas cette année, il pourrait peut-être partir dans les prochaines années parce que les Orioles, on les attend pour plusieurs campagnes. Donc, à un moment, il va falloir donner un de nos meilleurs joueurs, un de nos meilleurs prospects pour aller chercher du renfort dans la rotation parce que c'est notre faiblesse. Aussi, dans l'enclos parce qu'on a des blessures. Mais cette équipe-là n'est pas si loin de gagner, là. Donc, la fenêtre, des fois, ça se ferme vite. On doit prendre des décisions rapidement. Puis là, ça va s'en venir dans les prochaines années. Puis le fait que Gunnar Anderson se développe comme ça à l'arrêt-court. Tu sais, si on n'avait pas d'arrêt-court, je te dirais impossible. Là, il y a un arrêt-court. Fait que tu sacrifies un joueur de deuxième but, peut-être que sa meilleure valeur est sur le marché des transactions au lieu d'être au deuxième coussin. Donc, ça, c'est des problèmes que Mike Elias aura à se poser. Ceci étant dit, s'il échange, on va être s'entendre là-dessus. S'il échange Jackson Holiday puis qu'il manque sa transaction, il va avoir l'air fou. Deux, il va mettre une cible sur son dos au niveau de son propriétaire qui va dire, hey, mon Dieu, t'as une prise contre toi, puis je te congédie pas nécessairement pour ça, mais je le garde en tête. Ça peut juste pas arriver. Tu peux pas te tromper. Non. Puis tu as une chance, hein? Tu n'auras pas 14, Oui, tu as une chance. Ouais. on s'entend. On s'entend là-dessus. Euh, toujours chez les Blue Jays, parlons un petit peu de l'autre événement qui est arrivé dans les derniers jours, repêchage. Repêchage du baseball majeur. Donc, il y a 21 espoirs qui ont été repêchés par les Blue Jays de Toronto. Beaucoup de bras du collège aussi. J'ai l'impression qu'on veut prendre des bras à maturité et essayer d'insuffler ça à un bassin d'espoir qui en manquait cruellement. C'est quoi ta lecture de la situation, Sébastien, par rapport à ce que les Blue Jays ont fait en termes du repêchage là, de dimanche à mardi? Pardon. Ben, si on se concentre sur la première ronde, le choix de Trey Savage, excellent choix. Je Ouais. l'avais beaucoup plus haut sur la liste. Il y a souvent, comme Jasmin Roy nous l'a mentionné, le recruteur des Jays la semaine dernière, il y a souvent une question d'argent qui est reliée à ça, mais de pouvoir aller chercher un gars de cette trempe-là au rang des Jays, c'est pas le vol de la première ronde, mais ça fait partie des équipes gagnantes de cette première ronde-là. Un lanceur qui, à l'exception de Chase Burns, qui est sorti au deuxième rang, est probablement le deuxième meilleur lanceur. Il se rapproche de Burns sans l'égaler, bien sûr. On est allé chercher un excellent bras qui est passé de la relève à la rotation partante, mais qui a fait la transition de très belle façon. Excellente balle rapide. Puis il pourrait monter rapidement dans le baseball majeur. Donc, c'est pas une saison facile pour les Jays, mais un point positif, c'est leur première sélection du repêchage. Penses-tu qu'on pourrait le voir dans le 2A dès le début de la saison 2025? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un lanceur qui est vraiment qui. Tu parlais de bras à maturité, là, ben, ça en fait partie. Puis c'est un lanceur qui fait sa marque, qui déjoue les frappeurs adverses, peu importe le niveau auquel il évolue. Donc, j'ai n'ai pas l'impression qu'il va avoir de la misère à s'adapter au niveau supérieur. Donc, oui, on pourrait le voir au niveau 2. Pas de Canadiens ultimement qui ont été repêchés par les Blue Jays de Toronto. J'ai l'impression que ça a passé proche à certains égards. Peut-être un receveur qui aurait pu sortir en troisième ronde, là, que les Blue Jays se sont fait voler un receveur canadien là, par les Rays de Tampa Bay. Mais sinon, on a beaucoup pigé aux États-Unis, là, ce qui n'est pas forcément une surprise, mais ce qui est peut-être un. Tu sais, c'est un débat qui revient souvent dans. Tu sais, on le voit au hockey. Tu sais, est-ce que le Canadien doit repêcher des Québécois? Ben, c'est la même chose avec les Blue Jays, tu sais, qui se qualifient comme l'équipe canadienne. C'est sûr que c'est un aspect qui revient. On va le souligner comme ça. Oui, exact. C'est normal qu'on en parle. Le receveur que tu mentionnes, je pense que c'était le rang juste avant, si je ne me trompe pas, que les Ouais, Rays exact. l'ont probablement volé. On ne le saura jamais, Ouais. mais j'ai l'impression qu'on s'enlignait dans cette avenue-là. Mais oui, on y va avec le meilleur joueur qui est disponible, avec le pool d'argent qu'on a aussi. Donc, de repêcher des Américains, on le sait, là, les programmes de baseball aux États-Unis, c'est très développé. Donc, il n'y a vraiment pas de honte à ne pas nécessairement pas repêcher de Canadiens une année ou une autre. On y va avec le meilleur joueur qui est disponible. Sébastien, continuons de parler du repêchage, mais on va y aller avec ce qui s'est passé ailleurs dans le baseball majeur. Donc, on va commencer notre bloc ailleurs dans la MLB avec ce qui s'est passé dans le repêchage. Deux Québécois qui ont été repêchés dans le baseball majeur, dont Émilien Pitre au 58e rang, donc en deuxième ronde par justement les Rays de Tampa Bay, qui eux ont pigé deux fois au Canada parmi les trois premières rondes. Et Louis-Philippe Langevin, là aussi, là, qui est sorti chez les Royals de Kansas City. Peux-tu nous parler un petit peu des profils des deux joueurs, un joueur de position, un lanceur? On voit de plus en plus d'ailleurs de joueurs de position. Tu sais, avant, là, tu parlais d'un joueur québécois, là,
c'était soit un lanceur, soit un lanceur. Tu sais, il y avait comme pas d'autre Ouais, chose c'est ça. qu'on développait. Ouais. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de variété. Tu sais, regarde les Québécois qui jouent dans le 3, dans le baseball majeur, ce sont des joueurs de position. Là, au 58e rang, le Québécois repêché le plus haut depuis Philippe Aumont en 2007 par les Mariners de Seattle, qui avait été un haut choix de première ronde, 11e au total. C'est le fun de voir cette diversité-là aussi, de dire, hey, au Québec, on est aussi capable de développer des joueurs de position et des bons bâtons. Oui, puis celle-là, je ne l'avais pas vu venir qu'un Québécois soit repêché aussi haut. Puis je pense Alors, même pas que Jasmin Roy, à qui on a jasé, pensait que ça se pouvait à ce point-là. Il nous parlait de la journée de lundi, qui était très plausible, mais il est sorti dimanche soir en deuxième ronde, donc c'est tout un accomplissement. Emilien Pitt, qui n'a pas un parcours nécessairement normal, si on peut dire, a joué de la travel ball aux États-Unis à l'âge de 15 ans pour la majeure partie de la saison, parce qu'on sait que c'est quand même difficile de jouer au baseball en hiver au Québec. Par la suite, c'est en allé en Ontario, puis avec l'Université du Kentucky à Lexington. Donc, a fait quand même un long parcours pour se retrouver finalement avec les Rays de Tampa Bay. Mais c'est pleinement mérité. Un travail acharné qui l'a mené là. Mais là, le travail continue. Il devra prouver aux Rays qui ont fait le bon choix, mais je ne suis pas inquiet. Je pense qu'on fait une excellente sélection en prenant Pitt. puis du côté de Louis-Philippe Langevin, un lanceur qui s'en va chez les Royals de Kansas City. Oui, exact. Les Royals qui, eux aussi, ont un petit peu surpris. C'était un petit peu plus tardif que pour Pitt, mais quand même une haute sélection pour Langevin. Puis il tombe dans une très bonne organisation qui développe bien ses jeunes joueurs. Donc, je pense qu'il va être très bien. Puis il n'y a aucune pression. Il va prendre son temps pour continuer à se développer comme il l'a fait par le passé. Donc, c'est vraiment plaisant de voir, comme tu l'as mentionné, autant les joueurs de position que les lanceurs qui sont vus par les recruteurs du baseball majeur. Ils ne sont pas mis de côté. Des fois, il y a la barrière de la langue. Oui, ils apprennent l'anglais, mais ce n'est pas nécessairement la langue maternelle. Mais on fait fi de ces choses-là. On regarde le talent, puis il y a des Québécois qui ont du talent. On a quelques questions, Sébastien, en lien avec le repêchage avant d'y aller avec notre suite du plan de match en termes de repêchage. Matt, ici, qui nous demande, est-ce seulement la blessure du choix des Red Sox qui a fait en sorte qu'il a descendu autant? Les Red Sox, ça fait quand même quelques années qu'après leur choix de première ronde, on se dit, ah ouais, bon choix, ça. Ils ont Ouais. vraiment réussi à prendre un gars qu'on classait un petit peu plus haut. Autant on l'a dit pour le choix des Blue Jays tantôt avec les Savage, autant on peut le dire avec les Red Sox de Boston. Oui, exact. Oui, il y a une portion blessure. Il y a aussi le fait que les Aces d'Oakland n'ont pas voulu mettre la main dans leur poche, ont repêché Nick Kurtz beaucoup trop tôt. Il y a certaines formations, les Angels également. Donc, c'est ce qui a permis à Montgomery de glisser jusqu'au rang des Red Sox. Tu l'as mentionné, les Red Sox qui vont chercher Marcelo Meyer en 2021, si je ne me trompe pas. Vont chercher Kyle Deal. À chaque année, on dirait que c'est pas nécessairement le vol du repêchage, mais c'est un mini-vol qui fait que au rang où il repêche, c'est pas nécessairement mérité d'avoir ce joueur-là, mais il trouve le moyen que ce joueur de cette trempe-là glisse jusqu'au rang des Sox. Dans quelques années, là, si ces joueurs qui ont été sélectionnés à Boston se développent comme prévu, on va avoir une très belle base de prospects. Olivier, maintenant, qui nous demande, êtes-vous surpris qu'il a fallu attendre jusqu'au 9e rang avant qu'une équipe repêche un joueur provenant des écoles secondaires? On dirait que c'est un débat qui est on en parle de plus en plus quand même de ce débat-là. Est-ce que tu repêches un joueur un petit peu plus jeune ou tu y vas avec un gars qui n'est pas dans le high school mais qui est plus dans l'NCAA? De plus en plus, on dirait que d'avoir un joueur qui est prêt à avoir un impact plus tôt, on veut de moins en moins, je pense, laisser les joueurs de grand talent les laisser 3, 4, 5 ans mariner dans le baseball mineur. On veut les développer, mais un petit peu plus rapidement quand même. Fait on dirait qu'à ce niveau-là, moi, Olivier, je suis pas tant surpris de voir qu'on attend. Tu sais, s'il y a un talent exceptionnel, on y va. Mais sinon, je pense que il y a quand même un petit billet en disant, ah, on va y aller pour le gars de l'université. Oui, puis c'est beaucoup moins risqué aussi. Les joueurs à l'université sont beaucoup plus matures, beaucoup plus développés. On sait ce qu'on va avoir avec un joueur qui est rendu au rang collégial. Un joueur qui est au secondaire, bien, on voit certaines tendances.
À part les exceptionnels, on sait ce que ça va nous donner dans quelques années, mais on peut avoir des surprises. Donc, si on a un rang de sélection assez élevé au repêchage, est-ce qu'on veut prendre ce risque-là? Puis là, que le joueur ne se développe pas comme on l'avait prévu. Oui, on va pouvoir le laisser aller et ne pas le signer, mais on va avoir perdu un excellent choix de repêchage, tandis qu'on aurait pu mettre la main sur un excellent lanceur qu'on sait qu'est-ce qu'il va nous donner dans 2 ou 3 ans, qui va être déjà avec notre équipe. Et selon le plan aussi qu'on a, est-ce que on a une jeune formation qui risque de gagner dans 5-6 ans ou dans 2 ans, on va être prêt à gagner puis à amener ces joueurs-là. Donc, selon les équipes qui repêchent dans le top 10, bien, les décisions sont différentes. Puis, on avait les Guardians au premier rang qui ne sont pas nécessairement une équipe en reconstruction. On est prêt à gagner dans pas très longtemps, donc ça change la donne aussi. Absolument. Voyons, les Guardians, pardon, qui sont allés avec Travis Bazana, le joueur de deuxième coussin. Première fois qu'un joueur de deuxième coussin est repêché premier rang au total. Ça arrive pas si souvent non plus qu'un gars d'Australie sorte assez haut comme ça au repêchage. Belle sélection quand même là, de la part des Guardians. Oui, très belle sélection. On en avait parlé la semaine dernière. C'était un petit peu une lutte entre lui et Charlie Condon. Finalement, c'est Chase Burns qui est sorti au deuxième rang. Mais les Guardians ne sont pas trompés avec Bazana. Là. Vraiment, on a un joueur qui est solide. On sait qu'est-ce qu'il va nous donner. Et c'était le choix à faire au premier rang. Tu as parlé de Chase Burns, le lanceur qui a été repêché au deuxième rang au total. Je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs, Sébastien, au moment où on se parle, mais dans les dernières minutes, dernières heures, Chase Burns qui a signé son contrat officiellement avec les Reds de Cincinnati, boniait la signature de 9,25 millions de dollars. Remettons les choses en perspective. Combien avait eu Paul Skeens l'an passé? 9,2. Je sais qu'évidemment, les prix montent. Là. Ça ne veut pas dire que Chase Burns il va être meilleur que Paul Skeens puis que l'an prochain, il va être encore plus partant au match des étoiles. C'est pas ce qu'on est en train de dire forcément. Mais ça démontre quand même la confiance des Reds de Cincinnati à son endroit de dire on va reach comme ça, on va aller le chercher au rang numéro 2, on va lui donner un gros boni, puis on a confiance qu'il va être capable de donner tout un lanceur parce que, on l'a dit, c'est pas un Paul Skeens, mais il y a quand même un potentiel de gars qui va avoir un impact relativement rapidement et relativement important dans le baseball match. Oui, exact. Puis si je ne me trompe pas, c'est le plus gros bonnier de l'histoire. Hein? C'est le plus gros bonnet de l'histoire. C'est ça, exactement. Donc, c'est pas rien. C'est mérité pour Chase Burns. Comme tu l'as dit, c'est pas Paul Skeens. Probablement que dans 15 ans, ce sera pas Paul Skeens non plus. J'ai l'impression que Skeens va avoir une meilleure carrière si on enlève le facteur blessure. Mais quand même, Burns est tout un lanceur qui va avoir un impact très rapidement. Donc, on a pris une sélection selon un petit peu nos besoins, mais on le sait ce qui va nous amener très bientôt. Donc, le top 3 cette année était très solide, même si on pensait que ce serait 2 joueurs de position au rang 1 et 2. Finalement, Burns s'est inséré et c'est pleinement mérité. On a parlé un peu de Paul Skeens, profitons-en pour rester à Arlington dans les derniers jours et parler de cet effet-là. Tu sais, Paul Skeens, il y a quelques semaines, on se disait, ouais, il mérite d'être au match des étoiles. Puis là, plus le temps avançait, on se disait, ouais, tu sais, je pense qu'il mérite d'être partant au match des étoiles. Il a mangé Judge comme si de rien n'était en un seul petit lancer. Finalement, la confrontation qu'on attendait s'est terminée assez rapidement. Donc, moi, je le blâme parce qu'il nous a enlevé du fun. Moi, je voulais un 3 balles 2 prises avec une coupe de fausses balles puis que ça se termine sur une rapide à 100 000 à l'heure, soit en retrait sur des prises, soit en circuit, peu importe. Mais je m'attendais à un petit peu plus de challenge, mais non, Paul Skeens, il a décidé d'être juste trop fort. Ouais, ben, faudrait peut-être blâmer Judge aussi. Oui, Oui, on s'entend. il y a sa part du blâme. Puis on pourrait blâmer l'arbitre qui a décidé que la troisième prise à Juan Soto, et finalement, c'était une balle parce que personne n'était capable de la maîtriser tellement ça allait vite. Mais en tout cas, ça, Oui. c'est un détail. Oui. Mais sérieusement, on l'a vu, l'effet Paul Skeens. Là, on suivait Shohei Ohtani, puis on suivait Aaron Judge, mais on suivait aussi Paul Skeens, plus qu'on suivait un Bryce Harper, ou tu pourrais me nommer n'importe quel joueur, Freddie Freeman, les grosses vedettes du baseball majeur. C'était franchement impressionnant de voir l'impact qu'il y a eu. On parle beaucoup de lui, il fait jaser sur les réseaux sociaux aussi avec sa copine Livy Dunn, donne des entrevues ensemble, le couple parfait qui sort de l'université, puis que 2 athlètes comme ça, il y a vraiment un buzz autour de Paul Skeens, autant au niveau baseball, corps du terrain. Pittsburgh a de la chance là, d'avoir un gars comme ça dans ses rangs pour les remettre sa map un peu. Là. Tu dis, toi?
Mais c'est tellement rafraîchissant d'avoir des jeunes comme ça qui donnent le Ouais. spectacle. C'est tout un show, là. Tu sais, autant on le suit quand c'est son départ avec les Pirates, autant on le suivait au match des étoiles. Tu sais, au match des étoiles, bon, c'est pas nécessairement un gros match de baseball, c'est pas nécessairement. Tu sais, des fois, on regarde ça du coin de l'œil, mais là, on voulait voir comment Paul Skeens allait performer. Juan Soto qui voulait donner la chance à Aaron Judge d'affronter Paul Skeens. Donc, il y avait des Mhm. petites histoires qui se sont créées qui habituellement n'existent pas au match des étoiles. Et ça, c'est grâce à Paul Skeens, grâce à son talent, puis grâce à son sens du spectacle depuis le début de sa carrière. Sébastien, d'habitude, quand on a des questions, je suis capable de répondre, mais celle-là, je suis vraiment incapable, fait que je vais te la soumettre parce que j'ai aucune idée. Matt qui nous demande, est-ce une machine PlayStation, Paul Skeens, ou il est humain? Aucune idée. Ouais, j'ai pas beaucoup plus de réponses que toi. Là. Non, c'est ça. Je suis Non. désolé, Matt. On va essayer d'être meilleur les prochaines fois. C'est tout un lanceur. On va s'entendre là-dessus. Euh, Match des étoiles. Jaron Duran, qui a quand même été clutch avec un circuit qui a permis à son équipe de l'emporter. Ça ressemble beaucoup à son début de saison. Intéressant quand même pour les Red Sox, c'est de le voir comme ça sur la grosse scène du baseball majeur. Je sais qu'il joue quand même à Boston, mais on dirait que Boston est sous-estimé parce qu'ils refusent de mettre l'argent dans leur poche là, du côté des propriétaires. Euh, Gros début de saison, après avoir passé plusieurs années à se dire hey, ce gars-là est clairement trop fort pour le 3A, clairement trop faible présentement pour le baseball majeur. Il était vraiment un joueur de 4A, là, comme on appelle un gars qui est entre deux marches et qui n'aurait pas vraiment de niveau à la hauteur du défi qu'il mériterait d'avoir. Là, présentement, depuis le début de la saison, ça va bien. Il joue tous les matchs. Il est important. On l'a vu au match des étoiles, il a bien performé aussi. Belle saison pour Jaron Duran. Puis c'est intéressant pour les Red Sox parce que clairement, il en avait besoin. Très belle saison. Puis Jaron Duran revient de loin. Hein. Ses problèmes de santé mentale, d'anxiété, a réussi à surmonter ça. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles, entre autres, un match contre les Blue Jays de Toronto. Si je ne me trompe pas, c'était Raymond Tapia qui avait frappé un circuit à l'intérieur du terrain. Ouais. Parce que Jaron Duran observait les oiseaux, puis il Ouais, avait laissé passer la balle en se retournant, en marchant, en c'est n'allant vrai. pas la chercher au champ centre. Il y avait C'est vrai. aussi eu, je pense, je ne sais pas si c'était la même semaine ou quelques temps après, un ballon au champ centre complètement perdu de Ren, avait échappé la balle. Donc, ça allait pas bien. Probablement au deuxième étage, ça avait des répercussions sur son jeu sur le terrain, mais là, ça semble être chose du passé. C'est le vrai Jaron Duran qui est présentement avec les Red Sox. C'est comme tu l'as mentionné, les Red Sox en ont besoin parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres options, à l'exception de Raphaël Devers. On a besoin d'un Duran en pleine possession de ses moyens parce que, oui, les Sox, ça va bien présentement, mais on va avoir une deuxième moitié très difficile au niveau du calendrier. Puis je ne pense pas qu'on va pouvoir maintenir le rythme. Peut-être sauf si un Duran, un Devers, Tristan Cassis qui revient au jeu décide de prendre les choses en main, mais ça ne sera pas facile. Donc, Duran a une importance très significative à Boston. Ça va être important parce que les Red Sox, contrairement à ce qu'on pensait dans les derniers mois, sont bel et bien dans la course aux séries, là, dans cette division-là, contre les Orioles, contre les Yankees. Les Yankees vont devoir répliquer, là, parce que là, les Orioles se laisseront pas faire, les Red Sox se laisseront pas faire, puis à part Juan Soto puis Aaron Judge, il n'y a pas grand monde qui frappe dans cette équipe-là. Fait que par la force des choses, Brian Cashman, il va être obligé de réagir là, avec tout ce qui se passe dans la division. Là. Ah, il n'y a pas le choix. On a un des calendriers les plus faciles d'ici la fin de la saison. On a des lacunes, donc on ne peut pas laisser passer cette occasion-là. Premièrement, d'avoir Juan Soto dans l'équipe, peut-être Ouais, pour seulement cette année. exact. D'avoir un calendrier qui nous favorise par rapport aux Orioles, par rapport aux Red Sox, aux autres formations dans la Ligue américaine. On a déjà affronté les grosses équipes pour la plupart. On doit profiter de cette occasion-là pour adresser les lacunes qu'on a. Brian Cashman, s'il ne fait pas le travail, ça va être assez là, à la fin de la saison. Donc, peut-être qu'il joue son emploi dès cette saison. Donc, il devra faire le travail. Ryan Cashman, ceci étant dit, qui est pas le genre de gars qui aime bouger durant la saison. C'est rare qu'il congédie ne serait-ce qu'un entraîneur des frappeurs, comme c'est arrivé l'an passé en cours de saison. Un gérant, ça arrive jamais. Des grosses transactions, ça arrive pas. Tu sais, quand Brian Cashman a des mouvements à faire, c'est durant la saison morte. Là, cette année, ceci étant dit, il va devoir peut-être changer un peu de modus operandi. Puis, entre toi et moi, ça fait une couple d'années qu'il n'a pas gagné avec son modus operandi. Ben, c'est ça. Si ça ne marche pas,
peut-être qu'il est là le problème. Là. Il va falloir qu'il s'en rende compte. Puis oui, c'est une chose de ne pas vouloir changer complètement la chimie d'une équipe en plein cœur de saison. Mais on a des trous. Si tu ne l'adresses pas, il n'y en aura pas de chimie parce qu'on va perdre des matchs, puis on ne se rendra pas en série ou on va perdre au premier tour. Donc, tu sais, à New York, on n'a pas besoin de changer le club à l'envers. On a quelques ajustements à faire, mais on doit les faire parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et Olivier, justement, à ce sujet-là, qui espère que cette année, Brian Cashman sera plus actif sur le marché des transactions que l'an passé. Donc, ça va être à voir là, au cours des 12 prochains jours. On va suivre ça avec grand intérêt. Sébastien, depuis tantôt, on a des questions qui vont un petit peu dans toutes les directions. Donc, je remonte ma liste de questions. Pendant ce temps-là, on met le petit thème de la période des questions, puis on nous passe. Let's go. Commentaire ici d'Olivier là, qui date depuis le début du show là, qui répondait à notre manque de baseball dans les derniers jours, mais il avait mis un petit peu en retard, ou du moins je l'ai vu un petit peu en retard. Là. On avait déjà commencé sur les Blue Jays, mais je voulais leur soumettre présentement. Quand on voit ça, on est loin d'Anthony Randon qui déteste déjà le baseball alors que sa carrière n'est même pas terminée encore. D'après moi, c'est à peu près le seul qui est pas content. Ben, tu sais, tout le temps blessé, tu me diras, là, mais c'est à peu près le seul qui est pas content que le baseball recommence. Mais lui, il est content d'être blessé, fait que Ouais. ça explique tout. Voilà. Denis ici qui nous mentionnait que les Tigers, c'est pas une proie facile. Euh, j'ai hâte de voir parce que tu sais, ils évoluent dans une division qu'on disait excessivement facile dans les dernières années. Là, cette année, on peut pas dire ça. Les Royals, ça va bien. Les Twins, ça va quand même bien. Les Guardians, ça va super bien. Les White Sox, ça va mal. Mais tu sais, ça, c'est un. Les Tigers, quand même, ça, sont quatrième par défaut dans cette division-là, mais ils s'en viennent quand même. On dirait que dans les dernières années, on voyait moyen la lumière au bout du tunnel. Là, on commence à la voir quand même de façon un petit peu plus intense, là, surtout grâce à Tarek Skubal. Mais il y a plusieurs bons éléments dans ce club-là. Oui, on a bien bougé dans les dernières années. On a fait les choses qu'on se devait de faire pour pouvoir construire cette équipe-là. Puis, il ne faut pas oublier qu'on est bien dirigé à Détroit. AJ Hinch, qui, peu importe son historique, c'est un excellent gérant. Donc, on a une très bonne base dans l'abri. Puis, on part de là. On a de très bons jeunes. Il va falloir prendre notre temps, Détroit. On n'est pas rendu encore. On n'est pas rendu à faire des acquisitions pour nécessairement passer au prochain niveau, mais on est en train de construire quelque chose de solide. Puis dans quelques années, ça ne veut pas dire que les Guardians vont être encore là. Les Twins, probablement pas. C'est sûr qu'il va rester les Royals qui eux aussi construisent quelque chose de beau, mais ça pourrait être une lutte entre ces deux équipes-là. Quand tu dis que construisent quelque chose de beau, tu veux-tu dire le stade qu'ils sont en train de construire prochainement? Euh, Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Matt qui nous demande est-ce que c'est seulement la blessure du frappeur de choix des Red Sox qui fait en sorte qu'il a descendu autant Masataka Yoshida là, écoute, qui a pas une bonne saison cette année. Oui, il y a eu la blessure, mais dès le début, on lui a dit maintenant, tu es un frappeur de choix pour les 4 prochaines années. Pas exactement le prototype de gars que tu veux comme frappeur de choix, mais en même temps, Sébastien, tu me diras que c'est pas exactement le prototype de gars que tu veux dans le champ gauche non plus, là, parce que défensivement, c'était, appelons ça une aventure pour rester poli. Oui, exact. Masataka Yoshida qui, au final, ça va être un frappeur de choix parce qu'il est incapable de jouer défensivement. C'est sûr que c'est pas facile à Fenway Park. C'est pas un endroit où tous les joueurs de champ extérieur sont à l'aise d'évoluer. Par contre, c'était encore pire dans son cas. Mais dans quelques années, si on conserve Yoshida dans nos rangs, bien, on va avoir des décisions à prendre parce que même si c'était amélioré, Raphaël Devers n'est pas nécessairement une merveille en défensive au troisième coussin. Fait qu'on risque d'avoir une panoplie de frappeurs de choix, puis il va falloir faire justement un choix parmi eux. Ah, ça va être, il va y avoir de l'action là, au poste de frappeur de choix. Là. Ça va Oh être, oui. ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Tu veux avoir une certaine sélection, tu ne veux pas être obligé de mettre plusieurs gars. Donc, on verra à quel point les Red Sox seront prêts avec ce problème-là au cours de la suite des choses. Olivier qui nous mentionne que pensez-vous de la sélection du lanceur ambidextre au repêchage, les Mariners au 15e rang qui ont repêché, tu me diras si je le prononce mal, là, mais Yorangelo Signante. Je ne sais pas exactement si j'ai massacré son nom, probablement un petit peu, Ça mais ressemble à ça. un lanceur qui est intéressant.
parce qu'il lance bien des deux côtés Oui. quand même. Puis les Mariners ont l'intention de le garder des deux côtés. J'ai hâte de voir la dynamique. Est-ce que tu échanges en plein milieu ou tu te dis aujourd'hui je suis un lanceur droitier, puis demain je serai un lanceur gaucher, puis tu peux être 2 lanceurs sur 5 dans la rotation? Il y a un aspect qui est intéressant quand même à tout ça. Ça serait quand même spécial. Hein? Le premier match des séries éliminatoires, c'est lui qui est sur la butte. Le lendemain, il est encore là sur la butte, mais de l'autre côté. Ouais. Ça serait quand même Même, spécial. même lanceur, mais le lendemain, tu sors ton alignement de frappeur gaucher pour le Ça, contrer. exactement. Ça serait vraiment extraordinaire. Moi, je veux voir ça. Là. Je veux vraiment voir ça. Je pense pas qu'on Ah ouais, va se rendre là, mais non. moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Plus il va monter les niveaux aussi. C'est une chose de le faire dans les rangs inférieurs. Quand on arrive à un certain niveau, oui, les Mariners vont vouloir le conserver, mais est-ce qu'il va avoir la même efficacité des deux côtés? Est-ce qu'on va prendre une décision, savoir est-ce qu'il va être un droitier, un gaucher? Ça restera à voir. Mais c'est une sélection qui est très intrigante. Ils l'ont pris à peu près au rang où on s'attendait. Donc, ils ont pris un petit peu un gamble en prenant ce joueur-là, en sachant qu'est-ce qu'il va amener. Mais il reste quand même des points d'interrogation pour le futur. On a Jean-Michel aussi dans les dernières minutes qui nous a mentionné que ça reste pas le meilleur week-end des étoiles des dernières années. En tout cas, on va s'entendre sur quelque chose. C'était pas le meilleur hymne national. Et là, pauvre. Ouf. Andrés, c'est quoi son nom Je me exactement? souviens pas de son nom, je vais être bien Ouais, honnête. ça a pas bien été, hein? Puis, Non. on a su la raison par la suite, là. C'est sûr que c'est elle qui était à blâmer, mais elle a reconnu ses torts. Elle va prendre les actions pour la suite. Mais, oh là là, on en a écouté des hymnes nationaux, là. Ouais. Comme ça, là, j'en ai pas vu beaucoup. On est loin de Ginette Renault en série au Centre Bell. On va dire ça comme ça. Richard qui nous mentionne, imagine avec un club à Montréal, on pourrait avoir des Paul Skeens pendant quelques années. Richard, arrête de nous faire rêver tant que ça. Là. Tu me fais beaucoup trop rêver pour la réalité. Ça allait bien, là. On n'avait pas besoin de se remettre ça sur le tapis. Ouais, c'est ça. Là. C'est ça. Matt qui nous demande comment fonctionne une fiche dans les majors. Les fiches sont de 2 défaites d'écart entre clubs, mais ils ont 3,5 matchs finalement. Beaucoup d'écart entre les matchs et les fiches. La raison pourquoi des fois il y a des 0,5, c'est que s'il y a une équipe qui a joué un nombre de matchs pairs et l'autre un nombre de matchs impairs, c'est comme ça que c'est calculé. Donc, chaque écart entre une défaite vaut 0,5, puis chaque écart entre une victoire vaut 0,5 aussi. Donc, si tu as 2 victoires de plus, puis 3 défaites de moins, ben là, c'est là que tu peux aller chercher des 0,5 d'écart finalement parce que si tu regardes le classement du baseball majeur, Sébastien, ça ne dit pas le nombre de matchs joués. Si tu veux le savoir, il faut que tu additionnes les victoires et les défaites. Fait, on se fie beaucoup plus sur la différence d'écart entre les victoires et les défaites que le nombre de matchs joués. Oui, exact. Puis j'irai un petit peu plus loin pour simplifier. Souvent, on a la loss column, qui est la colonne des défaites. L'écart dans cette colonne-là, souvent, va donner une très bonne indication de l'écart entre les deux équipes parce que si on a 2 défaites d'écart, ben, les matchs qu'on a en main, on peut les gagner. Donc, vraiment, notre écart est de 2 matchs. Souvent, oui, ça peut donner un 3 matchs et demi officiellement dans les livres, mais on se concentre sur les matchs qu'on peut gagner. Absolument. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, là, Matt, si tu vas sur le site du baseball majeur et que tu regardes là, les fiches des équipes. On a un commentaire de Jean-Michel ici. Andrés Chaparro, un joueur de troisième but de 25 ans qui va bien dans le 3 avec les Aces de Reno, le club école des Diamondbacks. 336 de moyenne, 18 circuits, 71 points produits. 18 circuits dans le baseball affilié, quand même, c'est Ouais. un nombre qui est considérant. Produit qui appartenait aux Yankees jusqu'à cet été. Croyez-vous qu'il pourrait avoir une chance dans le baseball majeur? Moi, Sébastien, je vais te dire, si un joueur qui a du talent, ils vont lui trouver de la place. Puis, ce qui est intéressant de la mentalité des dernières années, c'est que avant, si tu avais un joueur de troisième but qui poussait puis que tu avais un joueur de troisième but, ben, tu l'échangeais. Aujourd'hui, si tu as un joueur de troisième but qui pousse puis que tu as un joueur de troisième but, ben, on va lui dire apprends à jouer dans le champ gauche, apprends à jouer au deuxième but. Es-tu capable de dépanner au premier but? À la limite, à l'arrêt-court, on va y trouver des positions. Puis une des belles preuves pour moi, c'est Jackson Merrill. Jackson Merrill à San Diego, c'était un joueur d'arrêt-court. Puis tu sais comme moi que les Padres ont comme 8 joueurs d'arrêt-court. Fait qu'ils ont dit Ouais, on je a un trou dirais au champ. 14. Ouais, 14, excuse, j'ai arrondi vers le bas. Les Padres ont donc 14 joueurs d'arrêt-court.
on manquait de voltigeurs. On lui a dit, garde, apprends à jouer dans le champ centre au camp d'entraînement. Ça a super bien fonctionné. Donc, moi, j'ai l'impression que oui, il peut avoir de la place au troisième but pour Chaparro du côté des Diamondbacks, mais s'il y a un bon bâton, peu importe, on va y faire de la place. Surtout pour les Diamondbacks, Sébastien, qui se battent pour une place en série. Ah, exactement. Si un joueur est en feu, continue à l'être de cette façon-là, on va lui trouver une place. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut qu'il continue à le faire sur une base régulière. Si on le laissait aller du côté des Yankees, c'est certainement parce qu'il y avait des lacunes. Est-ce que là, il les a adressés et que c'est maintenant rendu le joueur qu'on voit présentement? Peut-être, mais il doit le faire sur une longue période de temps. Et si c'est le cas, ben là, il va passer au prochain niveau. Sébastien, on arrive maintenant à la fin de notre période de questions. Donc, merci à tout le monde d'avoir interagi avec nous. Encore une fois, cette semaine, c'est toujours un plaisir de vous écouter, de vous lire, pardon. Pour ceux qui nous écrivent pendant notre live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, et même pour ceux qui nous écoutent là, en rediffusion par la suite là, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Sébastien. Exactement. Donc, en rediffusion sur les 3 plateformes que tu viens de mentionner, mais également sur toutes les bonnes plateformes de podcasts, que ce soit Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify. Si vous cherchez sur votre propre plateforme, vous allez nous trouver. Également sur notre site web, passionmlb.com. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. Toujours un plaisir de partager cette passion-là du baseball. Merci aux auditeurs. Merci à toi, Sébastien, pour cette belle heure de podcast. Et là-dessus, ben, on se retrouve la semaine prochaine avec, tu sais quoi, du vrai baseball à jour. Yes, sir.